C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal. Pour la première fois, la commune rurale de Bouroual, une des plus importantes de Téléminé, reçoit les signaux de la radio rurale de la préfecture. C'est la concrétisation d'une promesse faite par le ministre Fanassou. La troisième session du Conseil de discipline du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, elle a eu lieu ce lundi à Conakry. Cette session exceptionnelle est consacrée à l'examen des dossiers de policiers en conflit avec l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis nous irons dans le district de Balimana d'Alaba où un mystérieux feu s'est déclaré. L'incendie est toujours en cours. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels considérables ont été enregistrés. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, c'est une véritable opération de désenclavement informationnel qui se déroule en ce moment à l'intérieur du pays. Pour la première fois depuis 2005, la commune rurale de Bouroual, une des plus importantes de Télémilé, reçoit des signaux de la radio rurale de la préfecture. C'est la concrétisation d'une promesse faite par le ministre Fanassouma qui était sur place il y a quelques semaines. Les images sont saisissantes. Les citoyens de Bouroual rendent hommage au chef de l'État pour sa politique d'accès à l'information en faveur des populations à la base. Tierno Ousmane Diallo. C'était le 10 novembre dernier. Le ministre de l'Information et de la Communication était ce jour l'hôte des populations de Bouroual. Une zone difficile d'accès se situant à une trentaine de kilomètres de Télémilé. Mais au-delà de la difficulté d'accès, les populations de Bouroual vivaient alors une autre réalité que n'a pas tardé à comprendre le ministre de l'Information et de la Communication. Le président de la République, le chef de l'État, chef suprême des armées, il a demandé à tous les membres du gouvernement d'aller vivre les réalités des zones rurales. Il ne s'agit pas de rester à Conakry avec tout le confort, rester entre les quatre murs. Il faut aller voir et apprécier les réalités de l'arrière-pays. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain. J'ai compris que quand j'ai quitté Télémilé, jusqu'à un certain niveau, la radio rurale n'arrive pas ici. J'observais, j'écoutais, je suivais attentivement. C'est pourquoi je vais m'engager à installer un relais ici. Aussitôt de retour à Conakry, les dispositions sont prises pour faire de l'accès à la radio rurale de Télémilé à Bouroual une réalité. Un mois après le passage du ministre, Bouroual reçoit les signaux de la radio rurale de Télémilé. Pour les populations, c'est un vieux rêve qui vient de se concrétiser. Nous recevons à présent la radio rurale de Télémilé sur la 90.1. Nous remercions le ministre, nous remercions le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, président de la République. Nous sommes heureux. C'est l'unique qui, pour l'instant, est venu promettre et réaliser aussitôt. Nous prions pour le gouvernement et nous prions pour la Guinée. Tout comme à Bouroual, le programme de couverture intégrale du pays par les médias publics se poursuit et impacte la vie des populations, notamment en milieu paysan. Des efforts qu'apprécie l'ambassadeur de la paix, marqués par cet engagement et le dynamisme observé au sein du ministère de l'Information et de la Communication dans la mise en œuvre de cette vision du chef de l'État en matière d'accès à l'information partout en Guinée. On sort de ceci là pour saluer tout le monde et saluer mon frère et l'encourager et prier pour la paix, prier pour lui, prier pour le chef de l'État, prier pour le pays. Je viens d'arriver de l'intérieur hier la nuit, je suis rentré à Conakry. J'ai vu un maman qui m'a appelé, qui m'a dit, quand vous rentrez à Conakry, il faut toucher le corps de Fanassouma, tu le salues pour moi parce qu'il y a longtemps que nous, on n'a pas la radio nationale ici. Nous n'avons pas écouté les messages de condoléances et autres. Il dit, mais aujourd'hui, grâce à lui, notre radio est revenue comme le temps de Lansana Conté. Ça, c'est en Haute-Guinée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, cette réforme, ça touche tout le monde. Et c'est ce que nous voulons, que la Guinée continue à avancer. Et le recul, c'est fini, ce n'est pas notre Guinée. Depuis mars dernier, les efforts ont permis d'opérationnaliser l'ensemble des transits radio rurales et relancer de nombreux sites de diffusion
pour une facilité d'accès aux images et aux sons de la RTJ. En 2025, ce programme va se poursuivre au ministère de l'Information et de la Communication. Le ministère des Transports est à pied d'œuvre pour l'organisation de la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle aura lieu du 20 au 26 décembre cette année à Mamou. On va la célébrer sous le thème « L'implication des jeunes dans la promotion de la sécurité routière et la mobilisation des acteurs locaux et communaux ». Mamadou Patibalde. Les préparatifs de la Semaine de la sécurité routière vont bon train. En prélude à cette troisième édition prévue cette année, du 20 au 26 décembre à Mamou, une mission de l'Agence guinéenne de la sécurité routière était à la ville Carrefour. Conduite par son secrétaire général, la délégation a eu un tête-à-tête avec l'ensemble des acteurs. Objectif, coordonner et de renforcer les efforts communs contre l'insécurité le long des différents axes routiers de la région. Ma direction m'a envoyé pour rencontrer les autorités de Mamou pour que leur implication soit effective dans l'organisation. Parce que on ne peut pas balayer la maison d'autrui. On ne peut pas balayer Mamou sans la présence des autorités de Mamou. C'est pourquoi vous avez remarqué la présence de toutes les autorités de la place pour qu'on puisse parler du même verbe. Donc, c'est là le but de ma mission. Au cours de cette concertation, l'accent a été mis sur l'identification des endroits accidentogènes, l'organisation des tables rondes dans les universités et certains établissements scolaires et des caravanes de sensibilisation à l'endroit des conducteurs sur le respect du code de bonne conduite. Cette réunion va aboutir à une sensibilisation effective de toutes les autorités d'abord, les syndicats qui sont mieux concernés encore davantage et nous, les forces de défense et de sécurité, ça va nous guider pour que nous puissions prendre nos dispositions régaliennes à cet effet. Il s'agira surtout de renforcer les mesures de contrôle routier avec l'implication des services de sécurité et de défense et des syndicats des transporteurs afin d'assurer la formation des jeunes conducteurs et des professionnels. Nous sommes ravis et tout ce qui a été dit dans la salle, les syndicalistes vont s'impliquer à la mobilisation de ce qu'on a demandé. Vu ce que nous avons vu à travers le contrôleur de la police, si on parvient à sensibiliser la communauté sur l'accident de la voie publique, ça sera vraiment un moyen de diminuer les cas d'accident dans la ville Carrefour de Mamou. Pour réussir ce programme, le ministère des Transports compte sur l'engagement de l'ensemble des acteurs en vue de réduire ce phénomène devenu très préoccupant en Guinée. La rétrospective 2024 nous amène aujourd'hui au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, une année marquée par des réformes dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage. Le ministre Jean-Paul Seydi et ses équipes ont mobilisé les moyens et beaucoup d'énergie dans le cadre de la numérisation de l'école guinéenne. Des plateformes sont créées et permettent à la fois l'inscription des candidats en ligne, la maîtrise des mouvements des élèves et un logiciel de photo numérique pour les candidats, des acquis auxquels viennent s'ajouter d'autres réformes, comme le montre cette synthèse de Abdoulaziz Baldé. Depuis plusieurs années, l'apprentissage numérique devient de plus en plus une réalité en Guinée. Depuis le début de l'année, un nouvel plan est amorcé par le ministère de l'Enseignement préuniversitaire pour la digitalisation de l'école guinéenne, notamment les examens nationaux. Récemment, une nouvelle plateforme d'inscription des candidats en ligne est présentée aux autorités. À seulement 1 mois et demi après l'ouverture de la plateforme, plus de 80% des candidats sont déjà inscrits selon la Direction générale des examens. À cela s'ajoute la mise à disposition d'une seconde plateforme disponible pour la maîtrise du flux des élèves.
Elle permet non seulement la gestion de notes des classes intermédiaires, mais aussi le suivi du parcours de l'élève avec un identifiant unique jusqu'à la fin de son cursus scolaire. Sur une prévision de 600 et quelques mille candidats, nous avons aujourd'hui plus de 400 et quelques mille. Et tout se passe en ligne. Nous avons créé des comptes pour chaque école. Parce que les élèves se trouvent dans les écoles, on inscrit les candidats dans les écoles. Après l'instruction, le chef d'établissement, il affiche les candidats retenus pour les examens nationaux. Cela veut dire que quand, vers fin d'année, personne ne parle là des omissions ou bien des cas des horaires de saisie. À date, nous suivons à partir du téléphone le ministre, que ce soit les membres du cabinet. Tout le monde suit l'évolution de l'instruction des candidats en ligne. Dans un monde en pleine mutation, le numérique devient plus que jamais nécessaire pour le MEPUA. À date, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique UNIRAP est à peu d'œuvre pour l'élaboration de nouveaux programmes dont les contenus seront embarqués dans une plateforme dénommée Learning Passport. Aider l'élève à étudier en autonomie et rapprocher l'école à la communauté, voilà entre autres défis que compte relever le département dirigé par Jean-Paul Sidi. Nous pilotons le Learning Passport, notamment l'éducation sur le numérique. Ça consiste quoi? Ça consiste à embarquer des contenus pédagogiques sur une plateforme qu'on a créée avec l'appui de l'UNICEF. Nous avons embarqué plus de 5000 contenus pédagogiques sur cette plateforme. On a commencé par 2 écoles pilotes, ça c'est 2022-2023. Ils ne sont passés à 50 écoles pilotes de 2023-2024. Et récemment, on a déployé sur l'île de Kassa dans 29 ordinateurs. À date, tous les programmes d'enseignement sont sur la plateforme. Avec l'appui du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, le MEPUA vient accompagner les élèves dans la consolidation des acquis scolaires et du développement des compétences. Et ce n'est pas tout. Il s'engage aussi à doter les institutions scolaires en outils numériques crédibles et alternatifs pour l'amélioration des apprentissages afin de développer de nouveaux contenus pédagogiques à l'intention des élèves et des enseignants. Le tout par le biais de la digitalisation. Autre titre de ce journal, la 3e session du Conseil de discipline du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est tenue lundi à Conakry. Cette session exceptionnelle est consacrée à l'examen de dossiers de policiers en conflit avec l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Colonel Morikaba, explication. Pour cette 3e et dernière session de l'année 2024, 5 dossiers figurent à l'ordre du jour. Pendant 3 jours, les membres du conseil de discipline examineront cas par cas les affaires impliquant des policiers accusés de manquements graves à leurs devoirs professionnels. Si dans les années passées, c'était avec des manquements un peu moins graves, mais cette fois-ci-là, c'est un peu plus grave. À tel enseigne que nous sommes obligés de tenir cette session. Sous les instructions de M. le ministre qui tient à ce que la discipline soit dans les rangs de la police nationale et de la protection civile pour que la courbe des indisciplines baisse un peu. Rassurez-vous que toutes les sanctions qui seront issues de cette session-là seront proportionnées aux fautes commises. Analyser les raisons des bavures et des accusations portées contre certains policiers fait partie des missions confiées à ce conseil de discipline. Chaque entité est régie par un règlement. Et la police ne fait pas exception. Il y a un code disciplinaire, d'éthique et de déontologie. Il y a les statuts. Et lorsqu'on faillit à ses droits, à ses obligations, on est poursuivi. Faire appliquer juste ce que les règlements disent. Si la personne mérite une sanction, qu'elle puisse être prise. Cette année, le Conseil de discipline a traité plusieurs cas d'infraction commises par des policiers. Ces délibérations ont permis de sanctionner les agents reconnus coupables de bavure et de réhabiliter ceux pour lesquels les accusations étaient infondées. Dans l'actualité encore, depuis la disparition de Kendeka, figure marquante du théâtre guinéen et leader de la troupe Benda, sa veuve Finda Madeleine mène une vie solitaire marquée par des épreuves de la vieillesse. L'héritage artistique perdure grâce à ses enfants. Cependant, la troupe perd ses traces malgré les appels pour sa relance. Dienabou Barish, Mohamed Chérif Kamara. La longue vie de veuvage, marquée par des maladies liées à la vieillesse, semble de loin trouver son terme pour Madeleine.
Cette douanière à la retraite est l'épouse de Feu Kendeka, l'un des grands acteurs du monde culturel guinéen. Depuis la disparition du leader de la troupe Benda, la concession est devenue orpheline d'une grande partie de ses visiteurs. J'ai perdu mon mari depuis le 8 janvier 2008. Avant qu'il ne meure, il avait beaucoup d'amis intimes. Certaines venaient jusqu'à la maison pour le saluer à cause de sa comédie. Mais à mon grand étonnement, depuis que j'ai perdu mon mari, je ne vois plus ces amis-là. Je me suis dit, comme c'est des hauts cadres, ils sont mutés, ils sont à Conakry. Non, je ne vois personne. C'est en janvier 1985 que débute l'histoire de Funda Madeleine et de son époux dans le théâtre et le cinéma. Fraîchement arrivé de la région forestière, le mari juge nécessaire de reprendre ses activités culturelles. Avec le concours de plusieurs bonnes volontés, la troupe Benda voit le jour, donnant naissance à des chefs-d'œuvre qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Il est arrivé ici, à Conakry, le 4 janvier 1985. Comme il avait fait 17 ans dans la troupe fédérale pendant le premier régime, il est allé voir M. Joseph Tongino de la RTG. Il dit, moi, je suis habitué au théâtre. Je vois les autres faire leur activité. Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous sommes des Guinéens. Avec moi, vous n'allez pas souffrir. Comme ça, il a tendu la main à certaines personnes de la bonne volonté. Eux aussi, à leur tour, ils ont formé la troupe qu'on appelait à l'époque Benda. Malgré l'exercice d'une activité souvent perçue comme le parent pauvre des initiatives socio-économiques en Guinée, Kendeka ne s'est jamais laissé distraire par son succès fulgurant. Préparant activement sa retraite, il lance des projets qui aujourd'hui constituent un héritage en voie de disparition. À Kendekaya, le complexe qui est là-bas, c'est ce qu'il avait laissé comme une source de revenus. Je demande aussi à l'État une aide. Kendeka m'a laissé une grande famille, une très grande famille. Il avait laissé 20 enfants. Les 4 sont déjà morts. Si un tombe malade, il me faut dépenser. Si certaines de ces entreprises culturelles ont su résister à l'épreuve du temps et à l'absence de leur initiateur, ce n'est pas le cas de la troupe Benda qui a disparu avec son fondateur. De nombreuses voix se sont élevées pour en solliciter la relance, mais ces appels restent à ce jour sans suite. Toutefois, l'héritage artistique de Feu Kendeka continue de briller à travers 2 de ses enfants, Kumba Avian et Roger Tongino, communément appelé Dr T, qui s'illustrent avec talent dans le domaine musical. Des feux mystérieux déclarés dans le district de Balimana d'Alaba, commune rurale de Fodekaria dans Kankan. L'incendie est toujours en cours et le vent souffle encore très fort, attisant les flammes et favorisant la reprise du feu. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels sont considérables. Les origines du drame avec notre reporter Diamokaba. Il y a 3 jours, un incendie a ravagé le district de Balimana d'Alaba. Le feu s'est propagé à une vitesse fulgurante, calcinant plusieurs maisons. Feu qui n'en finit jamais. Il se développe d'un côté, puis d'un autre. De plus, le feu crée son propre vent. Derrière ce paysage de désolation, des dégâts matériels sont à déplorer et les causes sont dégagées. Nous avons abandonné nos coutumes. Notre village porte le nom d'une mare qui abrite chaque année une journée de sacrifice. Les diables sont derrière ce drame. Les notables du village ont confirmé. J'ai tout perdu. Alors que j'étais en train d'éteindre le feu chez ma voisine, le même est venu brûler ma maison. J'avais même 500 000 dans ma chambre. Les jours passent et les combats contre les flammes sont plus difficiles. La couche féminine est mobilisée à la recherche de l'eau pour tenter d'éteindre le feu. Les villages environnants aussi s'organisent pour assister les sinistrés. Ils apportent de la nourriture pour les victimes notamment. Dès qu'il y a un incendie dans une case, la case qui suit, il n'y aura pas de contamination. Il n'y a pas la propagation de l'incendie vers d'autres maisons ni d'autres cases. La seule case est brûlée.
avec tout son contenu. Dès l'instant, vous écoutez, vous entendez par ailleurs que la population se mobilise encore pour aller dans d'autres endroits pour encore éteindre le feu. Et encore de très mystérieux, les femmes qui transportent de l'eau pour venir éteindre le feu sont des fois frappées par les inconnus. Vous voyez, certaines femmes fuient parce qu'elle a été bastonnée, elle a été frappée par des êtres inconnus. C'est-à-dire on ne sait pas d'où viennent ces fouets pour frapper ces femmes qui transportent de l'eau pour éteindre le feu. Quand on vient sur le terrain, on identifie, on évalue les dégâts, matériels. Donc c'est ce qu'il faut faire. On a fait ça en temps réel parce que nous évoluons dans l'urgence. Donc c'est ce que je suis en train de le faire parce que je suis venu avec tous les matériels nécessaires pour vraiment remonter les informations en temps réel. D'habitude, quand ça se fait, les 72 heures, on remonte les informations. Et vraiment, les dispositions à prendre, c'est au niveau des autorités vraiment compétentes. La peur au ventre, mais la vigilance reste encore maximale pour éviter la reprise de ces faits mystérieux. Le cri du cœur interpelle les autorités pour aider les victimes à se relever pour stabiliser leur vie. Cet incendie est le 3e du genre à Balimana d'Alaba. Cette fois, les sages du village ont imploré le pardon divin pour plus de résilience et d'unité d'action face à ces calamités. Et puis, les responsables du quartier Nasroulaye dans la commune de Bessia intensifient des activités de sensibilisation pour promouvoir la cohésion sociale et l'unité nationale en Guinée. Compte rendu, Mekine Moussa Kamara, Aïssata Marshall. C'est la plus importante rencontre des populations de Koloma Nasroulaye dans la commune de Bessia depuis des décennies. Jusque dans un passé récent, la zone était présentée comme l'un des points chauds de la capitale en raison des manifestations sociopolitiques. Conséquences. Les nouveaux responsables de ce quartier comptent changer ce paradigme du passé. La promotion de l'unité nationale est le premier chantier de leur réforme. Tout à fait. La paix n'a pas de couleur. La paix ne connaît pas l'ethnie. Donc, la paix nous interpelle tous. À cet effet, nous devons tous prôner la paix sociale pour le bien-être de la Guinée. La Guinée ne peut jamais avancer dans la violence. La Guinée ne peut jamais avancer dans ce tohu-bohi. La Guinée ne peut jamais avancer dans les manifestations interminables. Donc, il faut qu'on se donne la paix. Tout commence par le dialogue et finit par le dialogue. Moi, je pense qu'on doit se donner la main. On doit faire une union pour avancer ce pays. Mamadi seul ne peut pas. Sans nous, chacun de nous a sa partition à jouer pour le développement de cette nation. Alors, j'invite la population en général, mais en particulier celle de mon quartier et de ma commune Bessia, vraiment de faire preuve de retenue et de calme. Et nous voulons la paix, surtout la paix en tant que maman, en tant que sœur. Je veux la paix dans ce pays-là. S'il y a la paix, il y a tout. On peut gagner tout. La crédibilité des autorités guinéennes rassure ces organisateurs qui ont été longtemps victimes de manipulations. D'où le sens de cette retrouvaille pour attirer l'attention des décideurs sur leurs conditions de vie. Bon, nous avons organisé cette cérémonie pour mobiliser non seulement les riverains de ce quartier, afin d'interpeller les autorités pour une assistance pour le développement de ce quartier. Parce que notre quartier manque beaucoup. On ne sent aucune présence des symboles de l'État dans notre quartier. Depuis l'indépendance, notre quartier n'est pas lotissé. Nous manquons des écoles publiques, nous manquons de centres de santé et le siège des bureaux du quartier et tant d'autres. Aujourd'hui, ces hommes et femmes, jeunes et anciens fondent beaucoup d'espoir sur le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Ils sollicitent la construction d'infrastructures de base dans leur quartier.
À travers la Semaine nationale du civisme, la direction préfectorale de l'éducation de Koya a mobilisé élèves et parents d'élèves pour échanger sur l'importance de la thématique. À côté, il y a eu des activités comme la lecture du Saint-Coran pour la paix en Guinée. Les autorités locales en ont profité pour rappeler les acquis du CNRD. Abdulaziz Baldé. Les populations de Koya restent reconnaissantes au chef de l'État pour les efforts fournis dans leur préfecture. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée pour promouvoir le vivre ensemble, mais aussi prier pour le président de la République. Après la retraite islamique, un carnaval géant est organisé jusqu'à la maison de jeunes de Koya, avec pour ambition soutenir les acquis du CNRD pour un lendemain meilleur. En Guinée, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente. C'est dans ce sens-là que nous avons prié pour qu'il y ait la paix et que notre président ait longue vie et santé de faire pour parachever tout ce qu'il a commencé. C'était la semaine nationale du civisme. Donc il fallait qu'on vive avec tous les élèves aussi pour vraiment faire le civisme avec eux et montrer que nous sommes ces soldats sur le terrain. Devant les autorités locales, plusieurs réformes engagées par le gouvernement dans la préfecture de Koya ont été magnifiées. Les voies urbaines, les infrastructures scolaires, entre autres. Le président de la République a fait de la refondation du système éducatif une priorité depuis le 5 septembre 2021, avec pour résultat la construction des infrastructures scolaires partout en Guinée, la formation de nos enseignants, la moralisation des examens nationaux, le recrutement de 10 000 enseignants contractuels à la fonction publique, le changement de comportement des élèves à travers le civisme. La mobilisation que vous avez depuis ce matin au compte de questions pour le rayonnement de la Guinée, parce que vous l'avez dit ici tout de suite dans la chanson, que vous ferez tout pour la Guinée, pour ce rayonnement, oui ou non? Cette journée de prière et de sensibilisation sur la paix est une initiative de la direction préfectorale de l'éducation de Koya. Le programme vise à inviter la population de Sumbuya à s'investir davantage dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Pour terminer, une nouvelle mosquée dans le quartier Heremakonon, commune urbaine de Kankan. C'est un édifice réalisé grâce aux efforts d'un fils de la localité et des personnes de bonne volonté. L'inauguration a eu lieu en présence du ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant permanent dans la région. Ce nouvel édifice religieux qui se dresse désormais ici est au quartier Heremakonon dans la commune urbaine de Kankan. La construction de cette nouvelle mosquée est partie de la conviction de Haj Talibi Madi Kamara d'édifier sur cette terre de ses ancêtres une maison de Dieu pour les fidèles musulmans il y a de cela 32 ans. aka misiri lo alanye lu ba ile trabulu ala lu sina ko le fankelen ke misiri di ka fankelen ke imam la logement. La communauté musulmane s'est agrandie dans ce quartier et la proximité de la mosquée aidant, beaucoup sont devenus de fidèles pratiquants. À la faveur du départ du premier imam El Hadj Mamadi Diallo en 2003, la relève est assurée par son adjoint El Hadj Moussa Barel Kamara, actuel secrétaire général de la Ligue islamique préfectorale de Kankan. Le fondateur de cette mosquée, El Hadj Talibi Madi Kamara, trouvera au deuxième imam un parfait collaborateur. La qualité des prêches chaque vendredi de l'imam Moussa Barel Kamara aidant, l'influence des fidèles a considérablement augmenté et la mosquée est devenue de plus en plus petite, surtout les vendredis où les concessions limitrophes étaient prises d'assaut. Ainsi est née l'idée d'agrandissement qui vient d'être faite. Nous sommes convenus de casser, mais auparavant, nous avons trouvé une mosquée de désengagement pour ne pas que la communauté se disperse. Chacun de son côté a fait ce qu'il pouvait. Nous avons exigé une caisse unique présidé par El Hadj Moussa. Voilà devant vous aujourd'hui le travail collectif des musulmans du quartier Heremakonon
hommes et femmes, jeunes et vieux. Officiellement ouverte ce vendredi, cette nouvelle mosquée de El Macron 1 fait désormais partie des 62 mosquées de prière de vendredi ici à Cancan. Au nom du président de la République, général Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a remercié toute la population de Cancan pour avoir doté Nabaya de cet édifice religieux avant de rappeler le rôle primordial d'une mosquée, la maison de Dieu. C'est officiellement et solennellement ouverte et c'est légal et elle est permise d'exercer toutes les fonctions, tout ce qu'une mosquée doit œuvrer pour renforcer non seulement nos relations avec Dieu, mais aussi consolider la paix et l'esprit de citoyenneté. Et surtout pérenniser notre foi en Dieu. Nous avons prié à travers ce sermon, prié pour le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui Dieu a confié aujourd'hui la destinée de la Guinée. Prier pour son gouvernement et tout le peuple de Guinée. C'est une mosquée R+1 d'une hauteur de 8,50 m, 18 mètres de longueur sur une largeur de 15 mètres. Sa capacité d'accueil est de 720 fidèles, au rez-de-chaussée et à l'étage 570 fidèles et à la véranda sur les deux ailes 150 fidèles musulmans. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.guinée.info. On se retrouve à 17h pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre partenaire de richesse et d'innovation.